Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve à nouveau, comme je vous l'avais promis, pour la suite de l'édition spéciale consacrée aux funérailles de la reine Elisabeth II. Les funérailles où le cercueil est arrivé aujourd'hui, à l'instant même, il y a quelques instants donc, au caveau royal, là où se trouve donc son époux et son père au château de Windsor, une annexe de la chapelle principale où se trouvent déjà également donc le père et la mère de la reine, ainsi que les cendres de sa sœur. Monsieur Gamal Abina, alors bonsoir, merci de nous retrouver à nouveau donc pour la suite de cette édition spéciale. Le cercueil est finalement arrivé, celui de la reine qui repose aujourd'hui dans le caveau auprès de son mari. Il faut préciser que c'est un détail peut-être que beaucoup ne connaissent pas ou que d'autres connaissent, c'est que le corps ou le cercueil ne sera pas mis sous terre. Donc, il restera dans ce caveau et elle sera auprès de son époux, Philippe. Le prince Philippe, pardon. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer un petit peu ce système ou cette formalité protocolaire, Monsieur Gamal Abina? Bon, simplement le principe d'ailleurs c'est très chrétien, hein, cette idée de vouloir, contrairement aux musulmans qui mettent le corps à terre directement dans un linceul, chez les chrétiens ils ont une idée un petit peu pharaonique de vouloir sacraliser le corps, de vouloir le faire durer, de l'embaumer parfois d'ailleurs, et là ils le mettent évidemment dans un caveau familial, donc c'est très chrétien en substance, et on a tendance à vouloir effectivement toujours préserver ce qu'on appellerait des grands symboles, parce que c'est plus qu'une valeur symbolique évidemment quand on a un corps dans un caveau, mais ça rappelle, et d'ailleurs par bien des abords, ça rappelle un petit peu le tombeau de Napoléon qui, pareil, est au musée des armées en France à Paris et qui est dans un caveau de la même façon, présenté de façon éternelle au public, une forme de remerciement par rapport à la nation vis-à-vis de son dirigeant, et ce dirigeant se rend évidemment en disponibilité de la nation de la même façon, en étant effectivement sacralisé, posé dans cette espèce de cercueil qui ressemble plus à une sorte de mausolée finalement. Ça ressemble un peu au temple de Mosole. C'est un peu l'idée de Mosole, l'éternité par rapport à Dieu, par rapport à la divinité. Il ne faut jamais oublier que les rois et reines d'Angleterre ont une dimension spirituelle, puisqu'ils se prétendent au départ, tous autant qu'ils sont d'ailleurs, l'émanation d'une source divine, on dira. Très bien. Alors, la cérémonie sera très privée. D'ailleurs, elle a eu lieu et sans la présence des chefs d'État ni d'étrangers. C'est un cercle très restreint dans l'intimité. Ils l'ont déposé. La famille royale est repartie et maintenant, ils sont repartis pour justement se recueillir auprès de sa tombe et celle de leur père, le roi Philippe, avant, bien sûr, de lui rendre un dernier hommage et puis de partir. Monsieur Rida, comme vous venez de l'entendre avec M. Gamal Abina, donc c'est tout un rituel qui entoure finalement les funérailles de la reine Elisabeth II. On l'a vu dès le départ et ça continue jusqu'à maintenant. Elle a rejoint donc son mari, le prince Philippe. Oui, absolument. Puisque les époux des reines ne portent pas le titre de roi et sont plutôt princes. Alors que dans le cas du roi Charles III, son épouse Camilla, elle a été consacrée donc reine consort. Là, on fait la distinction puisque c'est le roi qui règne et son épouse, elle est reine consort. Le rituel a été quand même imposant cette fois-ci, surtout avec les nouveaux médias et toute la mobilisation qui a eu lieu. Il y a une volonté de la part des autorités britanniques aussi de marquer les esprits de manière à acheter en quelque sorte à bon prix une paix sociale et une paix civile pour que la population soit moins patiente. On dira, voilà, le roi vient de prendre officiellement ses fonctions et il faut lui laisser le temps de faire son baptême de feu.
Oui, c'est-à-dire le temps de faire son deuil et ensuite de rentrer en action. Monsieur Gamel Abina, tout à l'heure, tout au long donc de cette émission spéciale, on a parlé énormément et beaucoup du roi Charles III, des défis qui l'attendent et surtout des risques de dislocation, voire de ces pays du Commonwealth, comme par exemple l'Australie, le Canada ou la Nouvelle-Zélande. Est-ce que le risque est réel aujourd'hui? Surtout que, bon, il y a des pays qui, effectivement, on l'avait dit la dernière fois, demandent à adhérer au Commonwealth, alors que d'autres aujourd'hui demandent tout le contraire, c'est-à-dire à ne plus en faire partie. Du Royaume d'Angleterre, c'est l'enterrement de 12 ans. L'enterrement, à partir du moment où on a annoncé le décès de la reine d'Angleterre, qui est attendu plus tôt d'ailleurs, ça dure en substance 12 jours, et il y a un code qui s'appelle The London Bridge is Down, qui signifie que le pont de Londres est en bas et par terre, ça signifie qu'on démarre effectivement ce protocole. Donc les figures protocolaires sont très strictes en Angleterre, mais effectivement ce nouveau roi Charles III donc a brisé plus d'une fois les convenances et les protocoles traditionnels de la couronne d'Angleterre. La première fois, c'est en étant au démarrage il était pressenti pour être roi, bien sûr, au démarrage de sa vie, en étant très volage. C'est quelqu'un qui souvent avait des conquêtes féminines, ce que lui reprochait sa mère d'ailleurs. Ensuite, par la suite, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est fixé sur une femme qui devait être bien sous tout rapport. On se souvient de Diana, ce qui a provoqué d'ailleurs un choc au niveau du public lorsqu'il a divorcé de Diana, et il s'est marié avec une femme qui était déjà divorcée et avec laquelle il s'est remarié. Donc tout ça, ça a bousculé le protocole. Pourquoi je parle de cela? Parce que l'Angleterre est très conservatrice, nous le savons déjà depuis Victoria, et lorsque ce nouveau monarque arrive au pouvoir à 73 ans quand même, il arrive en bousculant beaucoup de codes qui étaient bien établis, qui ont dérangé la reine, sa mère, donc Elisabeth II, qui a été, elle, élevée dans une tradition très conservatrice. C'est Churchill qui l'a orientée sur la façon de gérer le pouvoir par rapport à ce Commonwealth, puisqu'on va en parler dans un instant. Et donc le Commonwealth faisait partie du précaré anglais, et tout cela était parfaitement codifié. Il ne fallait pas déborder, il ne fallait pas en public influencer la politique de l'Angleterre. Il fallait rester dans les rangs. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il a bousculé tout cela, et il s'est même tellement engagé que maintenant, c'est plutôt un homme qui s'intéresse à tout ce qui concerne l'écologie, donc des questions qui sont très périphériques du pouvoir. Et la problématique qui se pose, c'est qu'il n'est pas aimé. C'est pas un roi aimé. Il faut bien savoir qu'il a une popularité très faible, qu'il arrive très tard au pouvoir, et surtout qu'il ne pourra sans doute pas faire ce que sa mère était capable de faire, séduire en dehors des frontières de l'Angleterre, conserver ce fameux Commonwealth de 52 États, qui continuait d'ailleurs à s'étoffer avec des États francophones. Tout cela commence à être fragilisé, et je pense il y a fort à parier entre l'arrivée de Liz Truss au pouvoir, qui arrive pile quasiment 2 jours après avoir vu la reine d'Angleterre aux commandes, qui est intronisé entre guillemets par elle, qui est adoubé pour être très précis, et lui qui arrive, c'est deux personnes qui vont être assez décriées dans une Angleterre en difficulté économique, dans une sorte de délitement littéral de ce rêve anglais qui était un rêve impérialiste, puissant, sûr de lui. Aujourd'hui, on va se poser la question de savoir si l'Angleterre qu'on a toujours connue risque de pas de bouger finalement après 70 ans d'une gestion bien faite des affaires publiques anglaises. Justement, ce qui nous fait un petit peu dire ou nous interroger sur le fait, est-ce que réellement un nouveau roi va automatiquement induire qu'une nouvelle ère commence? Alors moi je pense que ce nouveau roi va avoir un impact, mais je ne crois pas qu'il sera positif. Il va tout faire pour maintenir le principe, sauf qu'il faut se souvenir que sa maman avait surtout eu beaucoup de relations, de discussions, d'échanges, d'ailleurs des déjeuners très récurrents avec son petit-fils. William, c'est elle qu'elle pressentait réellement comme un bon suzerain pour l'Angleterre, alors que lui, il est plutôt effacé, plutôt limite, on a presque l'impression que c'était le sentiment qu'il donnait, c'est qu'il n'aurait jamais le pouvoir, qu'il ne se voyait pas roi. C'est plutôt assez particulier d'ailleurs par rapport à ça. Donc on voyait plutôt son petit-fils, d'ailleurs ça a été un petit peu discuté, on s'est demandé s'il allait pas abdiquer au profit de son fils. Donc en substance, il ne sera pas roi longtemps, bien évidemment, s'il est déjà bien âgé. Et au-delà de ça, ce sera dans une conjoncture difficile, avec une première ministre qui est d'ailleurs anti-royaliste, elle est plutôt républicaine, donc c'est un peu compliqué. Et bien, il aura des difficultés à imposer sa marque, sa griffe et sa personnalité, et surtout à influencer les affaires intérieures, parce que Liz Truss ne se sera pas compté, ne va pas forcément écouter ce qu'il a à dire, et va certainement serrer la vis par rapport aux questions économiques dures qui frappent l'Angleterre actuellement.
Oui, très bien. Monsieur Hrilesh, justement, est-ce que réellement aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure à Monsieur Gamal Abina, Charles III incarne un petit peu le renouveau, ce nouveau souffle, ou est-ce que lui-même, à 73 ans, n'est qu'une copie déjà vieille du concept de roi? Il va essayer de lifter cette image-là de la manière suivante. C'est-à-dire que sa popularité, elle est relative. Quand je dis qu'il bénéficie d'une popularité relative, sa mère, Élisabeth II, avait à peu près 75% d'avis favorables au sein de la population. Ça tombe à 53% avec Charles III. Donc déjà, ce n'est pas un souverain populaire. Il démarre avec un certain capital de sympathie, et il aura la présence d'esprit quand même d'associer le prince William à un certain nombre de tâches protocolaires, de manière justement à lifter cette image d'un souverain effacé, d'un souverain réservé. Et c'est une manière aussi de préparer son fils en tant que successeur. Oui. Donc, si William est en mesure de seconder son père d'un point de vue marketing, entre guillemets, oui, ça peut donner un résultat positif. Très bien, Monsieur Reda Hrilesh, je vous remercie de m'avoir tenu compagnie tout au long de cette émission. Monsieur Gamal Abina, je vous remercie également d'avoir bien accepté notre invitation pour cette émission spéciale consacrée aux funérailles de la reine Elisabeth II. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis, de nous avoir prêté attention. Au revoir.